ce pacte bois et biosourcés, c'est une forme d'accélérateur pour la construction bois et biosourcés, pour les collectivités, pour les bailleurs, pour les promoteurs. C'est, comme vous allez le voir, des engagements mutuels pour augmenter le nombre de mètres carrés de surface, de plancher, mettant en œuvre du bois et des matériaux biosourcés. Et puis, de notre côté, à nous 3 partenaires avec l'ARP, l'URCOPOR et Fibois, c'est une aide, pour que vous puissiez être en phase plus facilement, plus rapidement, en temps et en heure, avec les seuils obligatoires de la RE 2020. Très concrètement, c'est une action qui a été, lancée depuis quelques années maintenant, en Île-de-France. Eux, ils ont mis, c'est le fruit de plusieurs années de travail de leur côté, hein, en Île-de-France. Donc nous, aujourd'hui, on bénéficie, de ce travail-là. Ça a été lancé en Île-de-France, en Grand Est, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Hauts-de-France très récemment, donc par les FIBOis de ces différentes régions. Et au niveau national aujourd'hui, on est à 123 signataires, de ce pacte bois et biosourcés, dont 23 collectivités. Hem, Qu'est-ce que ça donne de manière, vraiment, très, très réelle? Eh bien, ça donne plus de 3 millions de mètres, carrés de construction bois et biosourcés qui sont prévus dans un horizon de 4 à 6 ans. Donc, on a vraiment cette volonté d'être une locomotive, pour l'ensemble des filières bois et biosourcés et surtout pour accompagner, les constructeurs et les donneurs d'ordre vers une construction plus durable. C'est donc une action qui est ambitieuse et donc pour mieux vous accompagner, comme je vous le disais, nous sommes, 3 structures. Donc Fibois, j'ai déjà dit un petit mot et puis, c'est, Antoine Pugervy et Vincent Doucineau qui sont présents, qui vont vous donner quelques détails sur le pacte, dans 2 minutes. Et puis je vais laisser, Yannick Thébault qui va présenter l'ARP en quelques mots, avant que Laure, Ferrier de l'URCOFOR puisse rebondir, directement quand Yannick aura terminé sa présentation. Yannick, je te laisse, la parole. Merci Anne-Sara. Bonjour à tous, je présente brièvement donc l'ARP Normandie ce matin. Donc au fond, c'est l'association régionale pour la promotion de l'éco-construction. Notre vocation est de mettre à votre disposition différents outils, différentes animations, que ce soit notamment des outils de cartographie des acteurs existants, des outils concernant la cartographie des producteurs de biomatériaux ou géosourcés existants, et une production aussi, donc au-delà des animations, en termes de production notamment, par exemple, tel que le guide des éco-matériaux que vous pouvez trouver sur notre site, qui est disponible gratuitement, ou encore des études bien plus fournies, par exemple, qui est disponible sur le site de l'UHSN, concernant l'étude des matériaux biosourcés et géosourcés pour les logements sociaux, donc sur le collectif, qui je pense nous intéresse particulièrement ce matin. Ces événements, ces animations et ces formations, donc c'est notamment autour de l'habitat. Et en cela, le pacte bois biosourcé doit à la fois être innovateur, mais aussi fédérateur et surtout un accélérateur sur les tendances qui sont aujourd'hui très prégnantes pour l'ensemble des acteurs. Je passe la main à Laure. Du coup, moi, je suis Laure Ferrier, donc je suis la directrice de l'Union régionale des collectivités forestières de Normandie. Donc, c'est une association qui accompagne les élus sur toutes les thématiques en lien avec la forêt et le bois. Et dans le cadre précis, donc, nous sommes partenaires du pacte bois et biosourcés normand, dans le but effectivement d'accompagner plus particulièrement les collectivités, donc les élus dont vous faites partie, dans cette dynamique de groupe. Vraiment, le pacte bois biosourcé, il faut le prendre pour vous en tant que collectivité comme la possibilité d'intégrer une vraie dynamique collective visant à développer la construction bois et biosourcés en Normandie. Anne-Sara et Yannick l'ont précisé comme un accélérateur. Et puis, c'est aussi important justement que vous puissiez être accompagnés voilà, dans le développement de vos projets de A à Z, de manière à vous faciliter la tâche. Il faut voir en fait ce pacte non seulement comme un outil pour vous fixer des ambitions qui vont vous permettre voilà, d'atteindre des résultats concrets, mais également comme un outil facilitateur pour vous, pour pouvoir bénéficier de tous les outils, toute l'aide en fait dont nous pouvons, nous, 3 partenaires et complémentaires, vous apporter pour mener à bien vos projets.
Et puis plus particulièrement en ce qui vous concerne également, en tant que collectivité, étant donné que vous êtes soumis au code de la commande publique, ça sera un cadre vraiment précis pour le développement donc, de vos projets, tout en respectant donc, le code de la commande publique qui est en vigueur aujourd'hui, mais pour lequel, vous le verrez, ce n'est pas du tout incompatible avec le fait de développer la construction ou la réhabilitation utilisant des matériaux bois et biosourcés. Donc voilà, on a fait très rapidement pour vous présenter nos 3 structures et puis je vais laisser la parole à Antoine maintenant de Fibois pour rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présent ce matin. Alors moi, je vais vous présenter le pacte de manière concrète. Donc il y a 7 engagements en tout sur ce pacte. Il y en a 4 qui sont plutôt des engagements de résultats chiffrés. Et ensuite, 3 autres qui sont plutôt des engagements de moyens qui seront présentés par Vincent. Donc tout d'abord, le premier engagement, c'est sur quoi on s'engage. Donc ce qu'on a appelé plutôt le périmètre. Donc soit on s'engage sur la partie construction et ou rénovation de nos constructions. Et dans ce spectre-là de rénovation ou de construction neuve, on a 3 catégories qui sont le logement, les bâtiments de bureaux et les équipements, ce qu'on appellera plutôt l'activité, les mairies, les gymnases. Et donc, on choisit une de ces typologies de bâtiments pour s'engager. Ensuite, cet engagement, il est fixé jusqu'au 31 décembre 2027, ce qui correspond à... On n'a pas choisi cette date-là par hasard, elle correspond à l'augmentation des seuils en 2028 de la RE 2020. Donc pour l'instant, on est un peu au-dessus des seuils existants de cette norme-là, mais un peu en dessous de celle qui arrivera en 2028. C'est pour pouvoir l'atteindre progressivement. Donc chaque collectivité choisit sur quelle partie de ses constructions elle s'engage. Ensuite, on a comment on s'engage au niveau des seuils en incorporation de matériaux biosourcés. Donc on a un seuil d'incorporation à 36 kg par mètre carré de biosourcés sur l'ensemble de ces projets sur lesquels on s'est engagé au départ, ce qui correspond au niveau 3 du label biosourcé. On n'a pas réinventé de nouveaux chiffres qui sortent de nulle part. Donc on se base sur ce label déjà existant. Et donc, au travers de cet engagement d'incorporation sur l'ensemble de nos constructions, on affiche un niveau d'ambition qui correspond au pourcentage de surface de plancher. Donc il y a 3 niveaux d'engagement. Un niveau bronze qui correspond à 10% de la surface réalisée en bois et en matériaux biosourcés, niveau argent 20% et niveau or 40%. Tout ça est un petit peu flou. Je vous propose de vous faire un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Donc une collectivité, par exemple, une collectivité de petite taille qui aurait envie de construire une mairie, par exemple, durant ces 4 ans, et qui souhaite s'engager sur le niveau or. Prenons l'exemple, surface de plancher de la mairie, donc 1350 mètres carrés. On arrive à incorporer de matériaux biosourcés 51 300 kg par mètre carré. Donc sur cette mairie, ça voudrait dire qu'en gros, la moitié de la mairie a été construite en ossature bois avec un isolant biosourcé, ce qui correspondrait à peu près à ce nombre de kilos. Donc ensuite, on a un taux d'incorporation de matériaux biosourcés, donc la masse divisée par la surface, on atteint 38 kg par mètre carré, ce qui nous fait atteindre l'objectif qui était de 36 qu'on a vu tout à l'heure. Donc ensuite, on fait la surface de construction qui a été construite en biosourcé, donc là c'est la mairie en l'occurrence, sur tous les projets d'équipement qui auraient été faits sur la commune. Donc ici, on n'a fait qu'une seule construction, donc ça fait qu'on a un pourcentage de biosourcé qui est à 100%.
Bon, c'est simple, on n'a qu'un seul bâtiment. Si on prend un autre exemple d'une autre collectivité qui, là, aurait 3 bâtiments, donc qui s'est engagée sur la construction neuve de 3 équipements, donc un gymnase, une école et une mairie. En amont du projet, elle sait que le gymnase va faire 1450 m², l'école va faire 2450 m² et la mairie va faire 1350 m². Donc, ce qui nous donne une surface totale de 5250 m² à construire dans les 4 ans. Ça, on sait déjà ça dès le départ. La collectivité souhaite s'engager sur un niveau argent, donc 20% de ces constructions, 20% de la surface totale est en biosourcé, donc ce qui nous donne un 1050 m² doivent être réalisés en biosourcé. Donc ça veut dire qu'elle peut prendre n'importe quelle de ces 3 constructions, il y en a un qui devra au moins atteindre les 36 kg par mètre carré. Donc, on a vu le gymnase, on est en début de la signature, on ne sait pas trop incorporer le biosourcé dans nos constructions. On se dit, ben, on le construit classiquement comme on a l'habitude de le faire, on ne prend pas trop d'engagement. On n'incorpore pas de matériaux biosourcés. OK, on arrive à 0, pas de problème. Ensuite, on construit notre école. Au bout de 2 ans, on se dit, bah, on a envie d'essayer de commencer à introduire des biosourcés. On construit une partie un peu avec du bois, peut-être en isolation de comble, on met de la ouate de cellulose. On arrive à incorporer un poids de matériaux de 36 750 kg par mètre carré. Enfin, kilo, juste kilo. Ce qui nous fait un taux de biosourcé de 15 kg par mètre carré. Et donc là, on n'a pas atteint encore l'objectif de 36 kg pour pouvoir l'intégrer dans notre surface globale à la fin de nos 4 ans d'engagement. Donc pour l'école, là, on se dit on met un peu plus le paquet sur les biosourcés pour pouvoir atteindre notre objectif, puisqu'il faut qu'on ait au moins atteint 1050 m² en biosourcé. Donc sur la mairie, on a vu tout à l'heure que 51 000 kg, c'était à peu près la moitié de la mairie construite en ossature bois. Ossature bois avec un isolant biosourcé, on a atteint ce poids-là, ce qui nous permet d'avoir un taux de biosourcé qui arrive à 38 kg par mètre carré. Donc quand on fait notre niveau global, donc notre bâtiment qui est biosourcé, donc 1350 m² divisé par nos surfaces de 3 bâtiments sur lesquels on s'était engagé au départ, on atteint 22% de la surface de plancher qui est en biosourcé, et donc on atteint bien notre niveau argent. Donc pour résumer un petit peu, pour le neuf, le seuil qui est exigé, c'est vraiment 36 kg par mètre carré sur l'ensemble des bâtiments neufs qui ont été construits. On prend en compte les bâtiments qui ont dépassé un minimum de 10 kg par mètre carré pour que le seuil soit acceptable. En rénovation, 36 kg, c'est pas possible. Donc le seuil est à 10 kg par mètre carré. Donc là, c'est surtout ce qu'on entend par rénovation, c'est grosse rénovation, réhabilitation conséquente, surtout de l'ITE ou de la rénovation par l'intérieur importante. Ensuite, il y a un exemple qui est théorique sur un type de construction neuf en biosourcé, ce qui voudrait dire que pour atteindre 46 kg par mètre carré de surface de plancher, une construction classique serait une charpente industrielle en bois, de la ouate de cellulose en comble mis en vrac, par exemple, la fibre de bois pour faire l'isolation par l'intérieur et une porte en bois, et on atteint 46 kg par mètre carré de plancher. Nouvel engagement, là plutôt autour des matériaux. Donc les signataires s'engagent à utiliser au minimum 2 familles de matériaux biosourcés différentes dans leurs opérations. Donc quand on dit 2 familles de matériaux biosourcés, c'est 2 familles qui sont issues de matières premières différentes. Donc par exemple, le bois et la laine de bois proviennent de la même matière première. Il faut qu'il y ait un autre biosourcé. On vous a mis quelques exemples.
typiquement en bottes de paille, les panneaux isolants rigides qu'on retrouve en fil de bois, chanvre ou lin. On a le béton de chanvre, la terre de chanvre, briques de chanvre, terre de chanvre, le vrac en général, que ce soit la ouate de cellulose, la paille, le fil de bois et laine de chanvre et le lin. Ensuite, pour que ce pacte, l'intérêt de ce pacte-là, c'est aussi qu'on s'appuie sur des ressources, des matières premières qui se régénèrent et qui sont durables. Et donc, l'important aussi, c'est que les matériaux soient produits et transformés en France pour nous, pour que justement on pousse les filières à s'engager aussi. À l'autre bout de la chaîne, c'est aussi pour pouvoir développer la production de ces matières-là, transformation de ces matières. Donc les signataires s'engagent à atteindre l'objectif de 30% de matériaux biosourcés produits et transformés en France sur l'ensemble des projets engagés. Donc c'est pareil, c'est lissé sur l'ensemble des projets. C'est-à-dire si un projet où il n'y a pas eu de... Les biosourcés ne proviennent pas de France, par exemple, il faudra que le projet d'après soit 100% issu et transformé en France. Ça, c'est un minimum qui est demandé pour les signataires, mais il peut être bien supérieur si on arrive à aller jusqu'au bout. Et ensuite, pour le bois, on va un peu plus loin. On demande à ce que l'ensemble des bois utilisés soient issus des forêts gérées durablement, parce que justement, pour pousser le fait de faire de la construction de manière raisonnée, en s'appuyant sur des labels, donc soit des labels, soit des certifications, soit des contrats de fourniture pour justifier cet approvisionnement. Et là, je laisse la main à Vincent. Merci Antoine de nous avoir présenté les engagements minimums, les engagements de base des signataires. L'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner les signataires, que ce soit des collectivités, des bailleurs, sur des engagements complémentaires s'ils le souhaitent et de ne pas freiner les ambitions. Alors, ces engagements optionnels peuvent être de différents ordres. L'idée, c'est de mettre en avant des circuits courts, de l'innovation ou la mise en œuvre de matériaux géosourcés. Et ces engagements optionnels, on a une certaine souplesse, une certaine liberté, c'est-à-dire qu'ils peuvent être pris en cours de route, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément au moment de la signature que le signataire va s'engager sur ces éléments-là, mais ça peut être en fonction des opportunités et des différents projets. Et on est aussi souple sur la nature de ces engagements, c'est-à-dire qu'on a identifié une liste qui n'est pas exhaustive de types d'engagements optionnels comme l'utilisation de la terre crue, l'utilisation de feuillus locaux, la mise en œuvre de matériaux issus du réemploi. Mais ces propositions peuvent être complétées en fonction des projets que vous êtes amené à porter. Les moyens. Alors, en fait, les signataires doivent s'engager aussi sur une organisation qui permette d'atteindre les objectifs qui se sont fixés. Et notamment, il y a l'importance de désigner au sein de la structure un référent interne qui est en fait l'interlocuteur auprès des pilotes que sont l'ARP, Purcofor et Fibois. Donc, nous, on aura un interlocuteur par signataire, mais cet interlocuteur, il sera aussi l'interlocuteur au sein de la structure. Son rôle, c'est de rassembler les informations qui vont être nécessaires pour le suivi des projets et savoir si on est dans les clous, si on atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Mais il est aussi là pour assurer un rôle de formation, d'information en interne et pour s'assurer que tous les moyens sont mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Alors, ça peut être des moyens internes à la structure, mais ça peut aussi être, en fait, de solliciter des spécialistes comme une assistance à maîtrise d'ouvrage si c'est nécessaire. Des engagements qui sont portés par
les pilotes, justement en termes d'accompagnement. Hein, nous, notre rôle, c'est d'apporter de l'information via des outils qu'on va mettre à disposition. Donc l'idée, on est pôle de ressources, on apporte aussi des connaissances et des compétences à travers des ateliers, des animations qu'on va mettre en place tout au long de l'année. On va être là pour accompagner et suivre chaque signataire grâce justement à notre interlocuteur privilégié, mettre en place des visites de chantier tout au long du pacte pour vraiment montrer des chantiers exemplaires, mais aussi voir les problématiques qu'ont pu rencontrer les signataires dans leur projet. Donc pour illustrer ça, on va passer à la diapo suivante sur le calendrier des actions qui vont être menées, les prochaines étapes. L'objectif, c'est de pouvoir, courant février 2024, faire le lancement du pacte et donc engager la signature. Et puis ensuite, on va dérouler un calendrier d'actions trimestrielles, des actions qui vont être certaines dédiées aux signataires, et puis d'autres qui vont être ouvertes plus largement sur les différents sujets que vont avoir à traiter finalement les signataires du pacte, que peuvent être par exemple les sujets qu'on pressent là sur les prochaines formations, vont être autour de la réglementation incendie par exemple, sur la question de l'économie de la construction dans les projets biosourcés, sur les aspects confort acoustique ou thermique, sur comment intégrer justement les biosourcés dans la commande publique, des choses comme ça. Voilà, comme l'a présenté Vincent à l'instant, il y a un réel engagement de nos 3 structures. Comme je le rappelais aussi en introduction, cette démarche est le fruit d'un travail déjà assez long et de certaines collectivités qui ont essuyé quelques plâtres au tout début de la démarche et avec des choses qui fonctionnent bien maintenant, comme on va le voir dans 2 minutes avec monsieur Moreau. Donc en regard de ce travail, de cet accompagnement, il y a une contribution annuelle qui est demandée aux différents signataires, qui est une cotisation de 2 000 € par an, sur la durée du pacte, qui participe donc à l'ensemble de la mise en place de cette ingénierie, dont on vient de parler. Et voilà, la question se posait par rapport aux collectivités, qui sont un acteur bien particulier, pour nous. Particulier dans le sens où, la taille des collectivités varie énormément, donc les volumes, qui peuvent être mis en construction également. Et cette question s'est évidemment posée à nous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette contribution? Hem Et nous avons donc choisi de la laisser avec ce taux unique en privilégiant les EPCI, les départements et la région comme, partenaires, parce que, nous pensons que ce sont des structures qui sont les plus à même d'être, engagées dans ce pacte. Néanmoins, on est évidemment tout à fait ouvert à une commune qui, aurait, des projets importants de construction et qui pourrait, venir intégrer le pacte ou qui pourrait convaincre l'EPCI, son EPCI de rattachement à nous rejoindre, sachant que dans ces cas-là, ça ouvre les droits, ça ouvre l'accompagnement, pour les différentes communes de l'EPCI. Heu, on prendra toutes les questions après, parce que je vois qu'il y a une question là sur les contributions. Heu, voilà pour la partie contribution et donc la signature, qui est sur l'image d'après, c'est ce que vient de dire Vincent, donc on va pouvoir passer assez vite. On l'envisage, en début d'année prochaine et on fait ce webinaire, maintenant, assez tôt, heu, pour que, si vous êtes intéressés, sur avancer avec nous sur ce pacte, vous ayez le temps de faire la validation en interne, puisqu'on est bien conscient que,
le temps d'une collectivité n'est pas tout à fait le temps d'un bailleur ou d'un promoteur. Voilà, donc je vais quand même répondre à cette question sur le fait que c'est soit éligible à une réduction fiscale. A priori non, c'est pas du mécénat, c'est une contribution. C'est évidemment déductible des charges après, mais c'est vrai que alors là, moi, la fiscalité des EPCI et des collectivités, j'ai pas forcément de réponse. Donc toutes les questions, pardon, qui ne trouveront pas de réponse, ce matin, justement, par rapport à des cas particuliers liés à des collectivités, on les creusera davantage pour vous apporter des réponses, dans les semaines qui viennent. Hem, Puisque je vois qu'on présente cette slide, c'est pour rappeler que, tout ce travail-là est fait en partenariat avec, un certain nombre d'organismes et d'institutions, qui suivent nos échanges depuis le début, qui suivent tout le travail du comité de pilotage, puisque, on n'est pas juste 3 engagés pour la préparation de ce pacte. Et ça me donne l'occasion de remercier, l'ensemble de ces partenaires, qui sont de bons conseils et qui nous permettent de créer un projet le plus en lien avec, les réalités du terrain. Heu, Antoine, si c'est tout bon, je pense qu'on va peut-être laisser le partage d'écran et laisser donc la parole à Geoffrey Moreau, qui est ingénieur construction durable à la région Île-de-France, au pôle lycée, donc à la direction des opérations. Et donc qui va nous expliquer, comment est-ce que, ce projet du pacte a été pris en main par la région Île-de-France et donc finalement, comment est-ce que, tout ça est très possible, et tout à fait réaliste pour les collectivités. Je vous laisse la parole, monsieur Moreau, et je coupe mon micro. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. on vous entend bien. Merci. Parfait. Merci à Fibois Normandie de m'avoir convié à cette présentation. Je vais vous témoigner un peu un retour d'expérience sur le pacte Fibois, cette fois Île-de-France, pour laquelle la région Île-de-France est signataire depuis début 2021. Et donc, moi, je suis ingénieur construction durable et référent Fibois pour la région. Alors, donc d'abord, je vais vous présenter un peu le rôle du pôle lycée au sein du Conseil régional d'Île-de-France. On verra dans un second temps les objectifs FIBOA Île-de-France et comment on peut les intégrer dans un programme d'opération. Je vais vous présenter également quelques opérations qu'on a effectuées depuis 3 ans. Et puis, voilà, je vous ferai un retour d'expérience globale sur le pacte FIBOA. Donc la région Île-de-France, donc notamment son pôle lycée dont je fais partie, a la gestion des lycées de la région. Donc quelques chiffres pour vous représenter ça. On a 469 lycées publics à gérer dans la région avec 6,5 millions de mètres carrés. Donc ça représente 500 000 lycéens qui sont dans ces structures et 9 000 agents régionaux qui s'occupent des lycées. On a depuis plusieurs années un plan d'urgence des lycées qui est lié à l'évolution de la démographie en région Île-de-France, ce qui fait qu'on a beaucoup d'opérations. On doit construire pas mal de lycées, mais aussi en rénover énormément. Ça représente 28 chantiers qui sont en cours en ce moment. Et puis des opérations qu'on lance cette année, notamment avec 5 opérations de construction neuve. La région Île-de-France, donc c'est la première collectivité signataire du pacte, donc FIBOA Île-de-France en 2020, dont je vais vous présenter les engagements maintenant. Alors, c'est peut-être un petit rappel de l'historique du pacte FIBOA, donc Bois Biosourcé Île-de-France. Donc, les prémices, peut-être que vous avez été signataire en tant qu'organisme. Les prémices, c'était avec la charte bois construction maîtrise d'ouvrage public exemplaire, donc en 2015, dont l'objectif était de faire évoluer un peu les opérations vers du bois. Donc sans vraiment d'objectif vraiment chiffré.
Et puis en 2020, il y a eu les États généraux de la forêt et du bois qui a lancé des travaux pour lancer un pacte bois biosourcé, cette fois avec des objectifs chiffrés. Et c'est avec des ateliers de co-construction qui ont eu lieu début 2020 qui ont permis vraiment de mettre en place ces objectifs. Et donc, ça a été finalisé par la signature du pacte, en tout cas pour la région Île-de-France, en novembre 2020. Donc la durée du pacte, c'est sur 4 ans, 2021-2024. Nous, les engagements qu'on a à travers ce pacte, donc pour le pôle lycée de la région de France, c'est un niveau argent. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça représente 20% de surface en bois biosourcé. On a également l'objectif d'avoir 100% de bois certifié et un minimum de 30% de bois français. Il y a également des garde-fous pour qu'on puisse comptabiliser ces surfaces de plancher. Comme on l'a vu tout à l'heure, donc vous, je crois que c'était 36 kg par mètre carré, donc le niveau 3 du label biosourcé. Nous, c'était pour la construction neuve un minimum de 15 kg par mètre carré et puis une moyenne de 35 kg par mètre carré. Pour la rénovation, il n'y avait pas de garde-fou sur la surface minimum. Par contre, il y avait une moyenne de 15 kg par mètre carré. En plus de ça, nous, la région, on a décidé d'aller un peu plus loin sur les objectifs. Donc avec un objectif en volume de matériaux sourcés de 40 kg par mètre carré pour la construction neuve et pour la rénovation, donc 20 kg par mètre carré. Ça nous permettait en fait d'avoir un garde-fou, on va dire, supplémentaire par rapport au pacte pour s'assurer que les projets pouvaient bien être comptabilisés dans le pacte. On a demandé à ce qu'il y ait une mise en œuvre aussi de 2 familles de produits différentes. Donc ça, vous l'avez dans votre pacte Fibois Normandie, et nous, on ne l'avait pas dans le pacte Fibois Île-de-France. Donc avec des familles, comme on l'a vu tout à l'heure, de type bois, bas et chanvre, etc. On demande effectivement à privilégier les filières bois locales. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a une question sur comment on fait avec la cote de la commande publique. Nous, on intègre, on dit clairement qu'on privilégie le bois local, mais sans donner trop de prescriptions. Ensuite, on demande aussi que le bois soit issu de forêts labellisées. Donc pareil, ça, que ce soit labellisé PEFC, FSC ou équivalent. Et puis on demande aussi un traitement particulier du bois. Une fois qu'on a ces objectifs, on les intègre ce qui est important, c'est de les intégrer dès le début en fait, de l'opération, dans le programme. Donc nous, on a un programme, on a un document en interne qui s'appelle le programme technique environnemental. Là, je vous ai mis quelques exemples de programmes avec des objectifs. Donc un des objectifs, un des enjeux, c'est la performance carbone. Et dedans, on a on demande à ce que le projet atteigne des objectifs minimums de biosourcés. Et donc, on fournit ce programme ensuite au groupement. Donc, comme on voit ici, on est sur du 40 kg par mètre carré pour la construction et 20 kg par mètre carré pour la rénovation, avec aussi 2 familles de biosourcés différentes. Et puis, dans le programme, on va aussi détailler exactement ce qu'on veut, hein, c'est ce que vous avez à droite, avec notamment la labellisation de forêt, enfin, que le bois soit issu de forêts durables, etc. Le traitement du bois, et puis on va aussi aiguiller un petit peu les maîtrises d'œuvre sur des solutions de construction bas carbone. Une fois qu'on a défini le programme, il faut aussi demander, demander des livrables au groupement ou à la maîtrise d'œuvre. Donc quelques exemples de livrables qu'on demande nous, ça va être la notice environnementale. Vous avez à droite un exemple avec différents thèmes sur les différents enjeux de la construction, et notamment le thème D qui est le mode de construction bas carbone avec la démarche de matériaux biosourcés. On peut demander aussi une note de calcul du taux de matériaux biosourcés pour s'assurer que le calcul est bien fait. Et puis on a aussi en phase de réalisation, on demande un bilan pour avoir la trace des matériaux, la quantité, d'où ils sont issus, la certification, etc. Une autre possibilité aussi, c'est de faire appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage. De notre côté, nous, on a un AMO qualité environnementale qui va suivre l'opération côté maîtrise d'ouvrage en s'assurant que les objectifs sont bien atteints. Et puis, on peut avoir aussi, par exemple, un AMO construction bois et biosourcé si
si on veut vraiment un projet innovant en bois. Donc ça, c'était les engagements qu'on avait avec le pacte FIBOA, mais donc FIBOA aussi s'engage aussi à nous accompagner. Et donc, depuis quelques années, on a pas mal d'événements qui sont organisés par FIBOA qui permettent vraiment de lier chaque acteur. On a des webinaires qui sont organisés avec des ateliers sur différents thèmes. Par exemple, donc, le thème de la réglementation incendie, hein, peut-être que vous y avez été confronté, mais il y a en ce moment une doctrine bois biosourcée donc de la préfecture de Paris qui limite un petit peu en fait l'utilisation du bois biosourcé. Donc, c'est pas, pour l'instant, c'est juste une doctrine, mais a priori, ils sont en train de finaliser un arrêté incendie qui va peut-être restreindre cette utilisation. Donc c'est des choses qu'il faut suivre. On a des retours d'expérience de maîtrise d'ouvrage, on a aussi des thèmes spécifiques sur les façades ossature bois aussi. On a des reportings qui sont faits forcément sur déjà le suivi du pacte, savoir si les engagements sont bien tenus. Donc on doit remplir des documents Excel sur le nombre de surfaces qu'on peut intégrer au pacte. En ce moment, on a une étude sur le coût de la construction bois qui est en cours par Fiboil de France, qu'on attend avec impatience pour voir un petit peu où on en est sur le coût de la construction. Et puis il y a aussi des visites qui sont organisées du type notamment le village olympique, où il y a pas mal de constructions bois, de logements, et puis il y a aussi le centre aquatique olympique, qui est avec une très grande charpente bois. Donc c'est intéressant de voir un peu ces opérations avec les acteurs. Alors, quelques exemples d'opérations qu'on a en ce moment. Donc, j'en ai sélectionné 2. Là, ici, c'est une extension d'un lycée, donc construction neuve. Donc, c'est lycée Pauline Roland à Cheville-la-Rue. Pour ce qui est des objectifs biosourcés, on avait un objectif donc, de 18 kg par mètre carré. Donc, ça, c'était avant la mise à jour des objectifs. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était très facilement atteignable avec une structure bois, puisqu'on est arrivé à du 78, enfin, un peu moins de 80 kg du mètre carré. Sur justement les matériaux biosourcés qu'on a vus sur cette opération, on a une structure bois donc avec une charpente, un mur ossature bois et puis aussi les poteaux bois qu'on voit là sur les images. Et puis on a aussi de la fibre de bois donc, qui est utilisée pour les dalles de faux plafond. Un autre exemple, ça va être la rénovation du lycée Paul Valéry qui a lieu en ce moment. Donc grosse rénovation, réhabilitation du lycée. Et on a donc 2 parties en fait de l'opération. On a une partie neuve où on va faire une surélévation des bâtiments. Alors là, on a eu donc c'est un MPGP, donc il y a eu un dialogue avec l'entreprise. Au début, on était sur les offres à un niveau de plus de 70 kg par mètre carré de matériaux biosourcés. Alors après, ça a été un petit peu optimisé étant donné qu'on demandait un engagement minimum de 40 kg par mètre carré. Les entreprises ont un peu diminué pour s'assurer de l'atteinte de la quantité. A priori, le chantier est en cours, donc le calcul va être mis à jour, mais a priori, on est au-delà des 40 kg par mètre carré. Alors là, c'est sur la rénovation, c'est là où on s'est rendu compte qu'on a des difficultés. Nous, on a demandé sur cette opération 15 kg par mètre carré. On a eu beaucoup de mal à l'atteindre. On a dû même diminuer un peu cette exigence. Et c'est le cas aussi sur d'autres projets qu'on a en ce moment. C'est au niveau rénovation, on a un peu du mal à atteindre les 15 kg par mètre carré. Donc là, on est sur 13 kg par mètre carré engagés. Sur d'autres opérations, on atteint plutôt du 12 kg par mètre carré. J'ai vu que vous, je crois que c'était 10 kg par mètre carré la surface de plancher pour, euh, pour Petit Bois Normandie. Donc, a priori, les 10 kg par mètre carré, ça serait atteignable. Quelques exemples de matériaux qu'on a utilisés sur ce chantier. On a donc une structure bois avec donc le mur ossature bois, un plancher CLT
qu'on voit ici sur la droite, et puis une charpente toiture végétalisée en bois. On a également d'autres matériaux biosourcés, donc la fibre de bois pour la façade en tant qu'isolant, et puis aussi un autre type d'isolant, un isolant acoustique métis qu'on voit ici, qui est, qui est du coton en fait, hein. Donc un isolant pour les cloisons. Voilà pour ce petit témoignage. Alors, en conclusion, on a sur les engagements du pacte, on se rend compte que sur les constructions neuves, il n'y a pas de problème pour atteindre les objectifs qu'on a dans le pacte. Donc, avec un garde-fou à 15 kg par mètre carré, on se rend compte que c'est assez facile avec une structure bois. Donc, a priori, les 36 kg par mètre carré que vous avez comme objectif sont atteignables avec une structure bois. Par contre, pour la rénovation, on a du mal à atteindre les 15 kg par mètre carré. Sur l'accompagnement de Fibois, alors c'est vrai que c'est vraiment très intéressant les événements qui sont organisés par Fibois. Ça permet vraiment d'avoir un lien avec chaque acteur. Et puis en tant que maître d'ouvrage, donc on monte en compétence sur le bois. On a énormément de webinaires qui sont organisés. Donc c'est vraiment un lien très intéressant que nous, on souhaite conserver la région Île-de-France. Peut-être un point pour aller un peu plus loin avec l'accompagnement Fibois, nous, on serait intéressé pour évoluer un petit peu sur les indicateurs autres que le bois, donc notamment sur la fibre végétale. Parce que juste un indicateur en kilogrammes par mètre carré, c'est vrai que ça facilite, on va dire, les groupements en conception bois, donc avec une structure bois, mais c'est vrai que sur les isolants fibres végétales, ils ont tendance à pas aller si loin que ça, puisque c'est déjà atteint avec la structure. Voilà pour ce petit témoignage. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, donc de nous avoir, prouvé que tout ça était complètement dans les cordes des collectivités. Et bien, c'est le moment des questions, justement. Alors peut-être justement pour profiter de la présence, de Geoffrey Moreau, qui, est très impliqué et qui donc a probablement des réponses à apporter à vos questions. C'est moi qui ai posé la question pour la question du bois local. Je pense qu'on peut effectivement éluder la question parce que de fait, l'économie de marché fait qu'on ne va pas aller chercher forcément du bois très très loin, puisque actuellement c'est plus trop dans l'ordre des choses. Mais je ne pense pas, pour avoir consulté nos juristes, je ne pense pas qu'on puisse introduire la notion de local. Je ferme la parenthèse. Je voulais savoir comment, pour les collectivités, au-delà du ratio kilogramme par mètre carré, comment on valorise le recours aux matériaux bois et biosourcés en termes d'impact environnemental, par exemple, et quels sont les indicateurs, et est-ce que, au travers du pacte, on saura faire monter les collectivités en compétence sur ces aspects-là? Je pense au bilan carbone, des choses qui sont très obscures aujourd'hui pour nous. Ouais, par rapport à peut-être la montée en compétences, en tout cas des équipes au sein des collectivités. Alors, l'idée vraiment de ce pacte, c'est de jouer collectif. Ce qui a été dit un peu par Monsieur Moreau sur le fait que les signataires aient régulièrement des ateliers ensemble permet aussi d'amener les problématiques. En fait, tout le monde a à peu près les mêmes problématiques sur la construction et justement de trouver des solutions collectives. Et de la formation collective permet d'avancer et de progresser au niveau de la construction bas carbone. Et c'est plutôt en ça que c'est intéressant, en tout cas, tous ces ateliers-là qui sont mis en place, et de pouvoir donner la parole en fait à chaque collectivité, mais aussi à des promoteurs et des bailleurs qui ont des problématiques à peu près similaires à partir du moment où on veut rénover. C'est en ça que la montée en compétences est intéressante, en tout cas. En tout cas, sur la région Île-de-France, oui, on sent, enfin, tout ce qui est organisé, tous les événements qui sont organisés, permettent vraiment de monter en compétences. Il y a énormément tous les 2 mois, il y a des événements qui sont organisés. On rencontre différents acteurs, des contrôleurs techniques, des maîtrises d'ouvrage, des entreprises,
En tout cas, oui, je pense que ça permettra vraiment de monter en compétence, de faire ce lien entre les acteurs. Je vous remercie, mais la question, au fond, c'est comment, plutôt que d'indiquer des kilos par mètre carré, comment on compare le bilan environnemental d'une construction biosourcée et qui s'intégrerait dans le cadre du pacte par rapport à une construction traditionnelle. Parce que j'imagine qu'on ne peut pas mettre en avant aujourd'hui, en l'état des choses, l'aspect financier, puisque je crois savoir qu'on est quand même un peu plus cher si on part sur du biosourcé. Donc, pour pouvoir, entre guillemets, promouvoir ces techniques-là, de quels éléments de valorisation aujourd'hui on dispose, au-delà du ratio kilo par mètre carré, quoi. Alors pour vous répondre, on est en train il y a un travail qui est en cours, en ce moment au niveau des FIBOis pour, traduire, en carbone, les seuils, de la RE 2020, et pour les mettre en fait pour les mettre en regard, des seuils du pacte. C'est-à-dire que là, en effet, vous avez, des biosourcés, du bois des biosourcés, au mètre carré, donc en kilos et bientôt on va avoir justement la petite traduction en carbone, en taux de carbone pour, justement vous permettre de prendre mieux conscience du gain carbone, très important, qui va être fait. Par ailleurs, il y a aussi l'étude Maillon, qui est en cours en ce moment entre la région, Normandie et la région Île-de-France et notamment avec, l'ARPE qui, participe à la coordination de cette, étude, qui regarde justement la comparaison entre une construction classique et différents modes constructifs, intégrant des bois et des biosourcés. Donc vous allez avoir ces éléments-là et puis par ailleurs, je rappelle juste que là, on arrive sur des seuils qui vont être juste la loi. Et donc nous, on essaie de proposer quelque chose qui va être plus vertueux que la loi, mais pas de beaucoup puisque le premier seuil, il va être assez proche de ça. Donc en fait, on est même on est quasiment pas pour le seuil de base sur quelque chose, et qu'on va pouvoir, attendre encore plusieurs années pour y aller en attendant d'avoir, toutes les preuves que c'est mieux. C'est là vraiment nous, c'est un accompagnement pour, éviter aux uns et aux autres, que ce soit des promoteurs, les bailleurs, les promoteurs et les collectivités, pardon, d'être au pied du mur en 2028 en se demandant: «Mais comment est-ce que je vais réussir à atteindre ces seuils de bois et de biosourcés pour que, l'analyse de cycle de vie de mon bâtiment, rentre dans les cadres légaux?» Voilà, donc cette valorisation-là, on aura nous des outils, bientôt pour faire cette traduction, carbone, et pacte, mais il faut avoir aussi quand même à l'esprit que, tout ça, ne va plus être optionnel, de très, très bientôt. Merci pour cet éclairage. C'est, effectivement. Juste, j'abuse, mais une dernière question. Vous parliez dans le pacte de seuils qui sont déjà existants dans le label bâtiment biosourcé. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que signataire du pacte, et si on atteint les objectifs, on aura de fait des labellisations à la clé? Non, parce que le label, il va plus loin que ça. Enfin, il y a d'autres seuils qui sont pas forcément dictés dans le pacte. Ce seuil-là en fait partie. Mais notamment autour des deux familles. Nous, on l'a rajouté dans le pacte, en tout cas normand, qui est un peu différent du pacte francilien. C'est-à-dire qu'on a les deux familles de matériaux obligatoires en Normandie, ce qui n'était pas le cas en Île-de-France. Et il faudrait voir s'il y a d'autres obligations par rapport à la labellisation du label biosourcé qui rentrent en compte. Je pense qu'il y a plus que ces deux indicateurs-là qui nous, sont les deux sur lesquels on se base, mais peut-être qu'il y en a plus sur le label. Mais ça fait déjà une bonne marche. Si on atteint ces deux-là, je pense que c'est les plus complexes à atteindre. Merci beaucoup pour vos réponses et votre patience.
Je voulais juste compléter effectivement par rapport au bois local dans la commande publique, juste pour dire qu'il ne faut pas être aussi catégorique que ce que vous venez de dire, monsieur. Il existe en fait des possibilités d'intégrer du bois dans des logiques de circuit court, enfin de proximité, dans le code de la commande publique, tout en respectant les critères du code de la commande publique. Il y en a qui sont plus ou moins faciles à mettre en place, mais on a fait une formation justement à destination des maîtres d'ouvrage publics en partenariat avec l'ARP et Fibois fin juin dernier. Et on a fait une petite note de synthèse qui permet justement de donner en fait les différentes techniques possibles. Donc ça fait partie de cette formation dans le cadre du pacte. Et c'est des choses justement, si vous avez des questionnements dans le cadre de vos projets, en étant signataire du pacte, on peut justement vous programmer des interventions, des mises en relation, des formations spécifiques pour répondre à vos interrogations et vous aider. Merci Laure. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait encore des interrogations, des choses un peu floues, des remarques à faire? Alors, dans ce cas, s'il n'y a pas d'autres remarques, sachez que les équipes de Fibois, de l'UR-COFOR, de l'ARP pourraient répondre à des questions qui se poseraient ultérieurement si tout d'un coup vous avez une illumination et que vous avez besoin de réponses. Encore une fois, merci à tous d'avoir été présents. Merci Monsieur Moreau pour votre intervention tout à fait éclairante. Et voilà, rendez-vous bientôt pour vous donner d'autres éléments et peut-être vous accompagner dans la signature d'un futur pacte bois et biosourcé.